Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Alors, je m'appelle Hortense, Et vous avez quel âge? j'ai 34 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Donc, j'étais avec un homme durant 7 années, donc ma plus grande relation. Du coup, le papa de mon enfant, avec qui je suis restée cette année. Je me suis séparée de lui il y a quelques temps, donc il y a 3 ans exactement. Il a quel âge votre enfant maintenant? Il a 4 ans, donc je me suis séparée de cet homme il y a maintenant de ça 3 ans. J'ai toujours eu du mal à rester seule en fait. J'ai toujours enchaîné mes relations depuis en fait mes 18 ans, donc les débuts de ma vie amoureuse. Enfin, suite à la séparation avec son père, du coup, je ne suis pas restée seule longtemps. À nouveau éprouvé ce besoin d'être accompagnée. Et du coup, j'ai fait plusieurs rencontres. J'ai rencontré cet homme avec qui je suis actuellement. J'ai longuement douté avant de me lancer avec lui dans une relation. Je l'ai quitté 3 fois, je crois, et puis à chaque fois, il me rattrapait, il a réussi en fait à me convaincre de rester avec lui parce qu'en soi, voilà, c'était une personne, enfin c'est en tout cas une personne avec qui je me sens bien, qui est rassurant, qui est plutôt à l'aise avec ses émotions, voilà, qui est assez communicant, qui est vraiment fidèle, loyal, voilà, une personne sur qui je peux compter. Mais j'ai toujours ce petit doute, j'arrive pas à me lancer corps et âme dans la relation. Les choses qui m'ont fait douter au départ de notre relation sont un petit peu effacées et puis je me suis reportée sur d'autres craintes et d'autres défauts qu'il a, du coup, qui m'empêchent d'avancer, alors que je pense que je suis amoureuse de cet homme voilà, qui me rassure physiquement, il me rassure psychologiquement, il est présent, je peux compter sur lui, il est vraiment fantastique de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres choses qui font que j'y arrive pas, alors que je suis plutôt du genre à me lancer corps et âme dans une relation et dans les projets que j'entreprends. Et il y a quelques mois, voilà, sur mon lieu de travail, j'ai eu une connexion assez particulière avec l'un de mes collaborateurs, qui me fait douter encore plus au sujet de ma relation avec cette personne-là, cet homme-là. Et donc voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis un petit peu perdue. Les deux personnes sont plus jeunes que moi. Mon conjoint a quelques années de moins que moi, donc c'est quasiment rien. Et puis le collaborateur avec qui voilà j'ai eu cette petite accroche, c'est encore plus jeune, donc je sais plus quoi faire. Voilà, je suis à un moment dans ma vie où je suis perdue, et j'ai peur de faire des choix, surtout par rapport à ma fille, parce que si j'étais sans enfant, je pense que je me poserais moins de questions, mais je m'en veux déjà de m'être séparée de son papa. Là, j'ai peut-être fait le mauvais choix de présenter du coup l'homme avec qui je suis actuellement à ma fille, donc forcément elle s'est attachée à lui. J'ai pas envie de provoquer à nouveau un déchirement et de la souffrance en me séparant à nouveau d'un homme bon, qui certes n'est pas son papa, donc ce sera pas pareil, mais avec qui elle a noué pas de forts liens, mais quand même, je sais qu'elle s'est attachée à lui. J'ai peur en fait parce que voilà, j'ai peur. J'entends, Hortense. Il y a beaucoup de peur et donc il y a beaucoup de doutes. Et j'entends aussi que c'est vrai que cette situation où il y a eu une première séparation avec le père de votre fille fait que vous avez aussi une responsabilité, ou vous sentez en tout cas avec une certaine responsabilité vis-à-vis d'elle, et de ne pas lui engendrer une nouvelle souffrance
Donc c'est vrai que c'est pas évident de prendre des décisions dans cette situation-là. Alors on va juste reprendre. J'entends que vous êtes avec cette personne depuis combien de temps d'abord? Officiellement depuis mars dernier, donc ça fait 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Et officieusement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'officieux. Dites-moi. Donc ça va faire 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Donc ça fait 2 ans et demi que vous avez une relation avec lui. Vous me dites à la fois qu'il a plein de belles qualités, là, que vous avez énumérées, et en même temps, vous m'avez dit aussi qu'à plusieurs reprises, vous vous êtes séparés de lui parce qu'il avait des doutes. Qu'est-ce qui vous fait douter? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent, des choses que vous voyez ou qu'il prononce, des mots qu'il prononce qui vous font douter? Donc comme je vous disais, en fait, au départ de notre relation, il se comportait pas de la même façon qu'à l'heure actuelle. En fait, on était dans un contexte un petit peu particulier parce que je venais de me séparer du papa de mon enfant. J'hésitais voilà entre deux hommes, hein. J'ai toujours eu des difficultés à prendre des décisions, donc j'hésitais entre deux hommes. Vous venez de vous séparer ou vous étiez encore un peu avec le père de votre fille, tout en étant avec lui? Dites-moi les choses telles qu'elles sont, hein. Comme ça va nous permettre de faire la lumière. Mm. Alors, je me suis séparée du papa de ma fille. Directement, ensuite, j'ai rencontré un autre homme. Donc, j'ai entamé une relation avec lui qui n'était pas forcément très sérieux. Et entre-temps, j'ai rencontré la personne dont je vous parle et avec qui je suis à l'heure actuelle. Et j'ai mis un temps, donc j'ai mis quelques mois à prendre ma décision entre les deux personnes. Donc vous êtes en train de me dire qu'à ce moment-là, vous avez vécu quelque chose qui est assez similaire à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est là que ça va être intéressant. On va y revenir. Je tourne en rond, voilà. Et du coup, donc j'ai fini par faire mon choix, non sans peine. Et mais bon, il a quand même insisté. Bon, bref, je lui ai dit, Qu'est-ce qui vous a convaincu quand vous dites il a insisté? c'est mon feeling en fait, c'est mon feeling, l'impression de connaître déjà cette personne, d'avoir déjà. En fait, tout était très facile, très doux, une connexion vraiment que je n'avais jamais connue en fait. Je pense que cet homme, à mon avis, il sera toujours gravé dans mon cœur et même si un jour j'étais amenée à me séparer de lui et que je prenais la décision de le quitter, je pense que j'aurai toujours ce lien avec lui qui est indescriptible en fait, que je n'ai jamais rencontré avant. Donc c'est assez fort ça. Vous dites ce feeling, cette grande connexion. Donc vous arrêtez avec l'autre homme, vous vous embarquez avec lui pour une relation du coup plus officielle. Et au moment où vous êtes avec lui, qu'est-ce qui vous fait donc douter? Je reprends ma question. Alors, au départ, donc c'était le fait de la façon dont il se comportait. En fait, c'était quelqu'un enfin à la base, donc quand on a commencé notre relation, c'était quelqu'un d'assez jaloux. Euh, Ça veut dire quoi ça? J'aime bien un peu poser la question parce que j'ai appris à demander. Ça veut dire quoi quand il est un peu jaloux? Concrètement, ça se manifestait comment? Chaque fois que je lui parlais de personnes d'autres sexes, il supportait pas. Il supporte pas, ça veut dire quoi? Il fait des remarques, Oui, il me faisait des remarques. Comme quoi, voilà, que j'étais une belle femme, que tous les hommes me voulaient, que dès que j'avais le malheur de parler de mes collègues, il imaginait que je le trompais avec tous les hommes de la Terre. Mais je pense que ça passait par le fait également que j'avais mis du temps de base à choisir entre lui et une autre personne. Du coup, il avait peur en fait que je réitère la chose et du coup, voilà, il se protégeait de cette manière et puis il se rassurait de cette manière. Oui, mais donc c'est important. Juste, je relève ça parce il était donc assez insécurisé dans la relation avec vous et donc une grande crainte que vous le trompiez, quoi, tout simplement avec quelqu'un d'autre. Surtout que vous dites, comme vous êtes rencontrés dans un contexte un peu d'infidélité, l'infidélité, c'est un grand mot parce que vous n'étiez pas engagé officiellement avec l'un ou l'autre, mais il doute voilà, de votre capacité à pouvoir rester fidèle, quoi. C'est ça, exactement. Je le trouvais un petit peu, enfin, voire même beaucoup étouffant parce qu'il voulait passer tout son temps avec moi. Enfin, bref, ça en était devenu étouffant. J'essayais de moins le voir, en fait, de lui dire que j'avais besoin de temps pour moi, etc. Et durant les soirées où je refusais de le voir, il inventait des excuses, des malaises, qu'il n'était pas bien, qu'il était allé à l'hôpital, vous voyez, et que, en fait, comment dire, pour que j'ai pitié de lui et pour que je le voie. Et du coup, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, s'il en est à ce point-là, qu'est-ce que ça va être si je me mets avec lui et qu'un jour je le quitte, il va pas supporter, il va se passer un drame. Donc en fait, voilà, tout ça faisait je craignais en fait de me lancer dans cette relation. Et puis j'ai fini par suivre mon cœur, on va dire,
avec toujours cette petite crainte qui se passe quelque chose ou que ça tourne mal. Bon, bien évidemment, je parle pas du pire, mais voilà, au départ, je savais pas trop. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps qui a passé entre nous, et il a vu que cette personne-là ne comptait plus, etc. Donc là, il s'est un petit peu détaché. Je lui ai dit également que si on continue comme ça et s'il m'étouffait à ce point-là et qu'il était aussi dépendant affectif qu'au départ, ça marcherait pas. Donc ça lui a, je pense, fait peur et donc il s'est un petit peu calmé. Donc actuellement, c'est plus pareil. Il est plus posé, plus calme, plus normal en fait. Voilà. Donc là, vous avez réussi à installer de la sécurité dans votre relation? Vous diriez ça aujourd'hui? Là, la sécurité est installée, effectivement. Et puis, un autre facteur maintenant qui me dérange, mais ça, c'est plus compliqué parce que c'est sa nature, en fait. C'est quelqu'un, voilà, qui est qui n'entreprend rien, qui est très passif, qui sait se vivre, en fait, qui a plus de rêves que de projets. Enfin, il n'a aucun projet, hein, il n'a que des rêves. Voilà, il me parle de choses super, mais bon, qu'il pourra jamais mettre en place parce que ça reste du fantasme et il met rien en action derrière pour assouvir tous ces fantasmes. Donc, en fait, c'est très, voilà, c'est quelqu'un de rêveur. Qui aime son petit train-train, sa petite vie tranquille. Et puis, même si derrière, il est exceptionnel, voilà, il est là pour moi. Je sais que je peux compter sur lui, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive à mon enfant, à moi, il sera toujours là. Donc c'est quelqu'un qui vous sécurise sur ce plan-là. En même temps, vous me dites, il ne vous embarque pas dans une aventure parce qu'il n'en a pas. Et je voudrais revenir sur un point. S'il était capable de vous mentir au point de vous faire croire qu'il avait un grand malaise, qu'il était à l'hôpital, pour que vous puissiez vous retrouver au moment où vous étiez séparés et pour apaiser sa jalousie. Oui. Donc s'il est capable de faire tout ça pour apaiser sa jalousie, est-ce que vous avez vu que dans d'autres contextes, il a aussi été capable de vous mentir de cette façon? Ce cinéma qu'il fait, est-ce qu'il est capable de le faire encore ailleurs? Eh bien, non, j'ai pas eu l'impression. Alors, il m'a sorti d'autres choses, hein. Il m'a inventé d'autres trucs encore qui m'ont choqué et qui me faisaient. Comme quoi, par exemple? Ouais. Je me permets de demander, hein, parce que parfois on est un peu évasif dans des situations qui sont objectivement problématiques. Et donc, parfois, mettre des mots et expliquer concrètement ce qui s'est passé, ça nous permet aussi de faire la lumière. Dites-moi un peu. Bien sûr. Eh bien, bah, c'était dans le même contexte, hein, un soir où il savait pas si j'étais seule ou pas, ce que je faisais. Voilà, il m'a dit qu'il avait vu ma voiture. Il m'a appelé 5, 6, 7 fois en panique en me disant qu'il avait vu ma voiture défoncée, conduite par quelqu'un, que je m'étais fait certainement braquer ma voiture. Enfin bon, on partait dans des délires, dans des délires de ce genre là aussi par crainte que je sois avec quelqu'un, par crainte de me perdre et de pas me voir durant une soirée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, il s'est calmé depuis. Je pense pas qu'il y ait eu de situation similaire depuis. Et comment ça redescendait ces moments-là? Je me fâchais, je lui disais, tu te rends compte de ce que tu me dis, ça me fait peur, arrête, parce que c'est encore pire quand tu fais ça qu'avant. Ouais, je lui disais que ça me faisait peur et puis qu'il était, bah, je le pensais complètement fou au départ. Donc je me disais, mais s'il est capable de me mentir à ce point-là et d'inventer des histoires de la sorte, de quoi est-ce qu'il pourrait être capable dans d'autres situations plus conflictuelles ou plus compliquées? Oui, c'est exactement ça. Ça peut être un peu inquiétant, mais j'entends que vous avez réussi à mettre des limites et lui dire, en fait, ça, c'est pas Ah possible. oui, non, mais j'ai dit stop. C'est très important dans cette situation. Vous avez mis un stop et depuis, vous sentez qu'il s'est quand même un petit peu apaisé. Oui. Sauf que il s'est apaisé, mais ses craintes n'étaient pas complètement infondées, puisque vous me dites qu'aujourd'hui, vous avez une grande connexion avec une autre personne. Mhm. Donc, comment ça se passe alors aujourd'hui? C'est compliqué à gérer parce que voilà, au départ, c'était complètement innocent. Voilà, je me disais qu'il y avait ce feeling avec ce collègue-là, chose qui arrive rarement hein, parce que ça m'était jamais arrivé précédemment sur mes différents postes. Du coup, au départ, voilà, c'est quelque chose que je prends à la légère, juste pour m'amuser un petit peu et parce que je prends du coup plus plaisir à me rendre sur mon lieu de travail au quotidien.
Et puis au fur et à mesure, je remarque que du coup comment dire, cette petite connexion est réciproque. Et puis voilà. Et du coup, je fais rien pour la stopper. Et je m'embourbe un petit peu dans la situation. Hortense, quand vous voyez que la connexion commence à être réciproque, quand vous commencez à voir que vous aimez bien aller sur votre lieu de travail parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose d'assez grisant, un jeu de séduction, etc. Qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de vous pour négocier avec votre culpabilité? De vous dire, ah, ça va peut-être pas faire plaisir à mon conjoint actuel. Bah, je me dis que de toute façon, je suis pas sûre de vouloir. Enfin, oui, voilà. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je me dis que je suis pas sûre que ce soit forcément le bon parce que il valide effectivement beaucoup de points. Et puis, d'un point de vue émotionnel, c'est très bien. Par contre, on m'a toujours dit que le cœur, c'est une chose, mais que parfois, malheureusement, l'amour et l'attachement a beau être présent, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et puis, en fait, il faut juste avoir un juste dosage de ces choses-là. Et puis là, effectivement, j'ai une grosse partie, et c'est important, effectivement, mais il me manque toute la partie projet, plan de carrière, plan de vie, en fait, que j'arrive pas et enfin, mon conjoint et moi, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et la même vision au sujet de ces choses-là. Donc, forcément, il y a cette petite question de savoir si effectivement c'est l'homme de ma vie qui entre en jeu. Et du coup, je me dis que non, en fait. Et puis, je réfléchis pas et puis je me pose pas de questions. Et puis, je prends la vie comme elle vient et je continue dans mon erreur, en Ouais. fait. Mais ce qui est très important dans ce que vous partagez, c'est que tant que vous n'avez pas fait de choix, vous restez dans ce doute et ce doute laisse une porte ouverte à différentes rencontres. Et on sent cette difficulté à choisir. Si je vous dis choisir, c'est renoncer, ça résonne comment chez vous? Ah, c'est cruel. C'est cruel, difficile de renoncer. Ben, c'est toute la problématique, effectivement, de toute ma vie, en fait, je pense. Mais je sais bien. Et du coup, j'aimerais bien qu'on prenne les choix à ma place, les décisions à ma place. Mais à chaque fois, bon, je tombe toujours sur des personnes ou des situations où c'est moi qui dois trancher. On tranche jamais, en fait, à ma place. Et je me dis toujours, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que, enfin, ce serait plus simple qu'on me dise, bah écoute, c'est comme ça. Et pas autrement. Et puis au moins je suis mise au pied du mur et il me reste qu'à accepter. C'est toujours compliqué de devoir prendre soi-même les décisions. Que je comprenne bien, c'est difficile dans la sphère amoureuse, la sphère relationnelle, ou c'est difficile dans toutes les sphères de votre vie? Choisir un vêtement, ou choisir un poste, ou choisir un repas sur une carte d'un restaurant, c'est difficile aussi. Ouais, Toutes les décisions sont difficiles à prendre. oui, Qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous prenez un choix? de ce qu'il aurait pu se passer quelque chose de plus positif ou de mieux pour moi si j'avais choisi la seconde option. J'ai toujours peur, en fait, vu que la vie est courte. Si vous me disiez que je pouvais vivre jusqu'à 150, 160 ans, je vous dirais que il n'y a pas de souci, que j'ai le temps de faire des erreurs, mais vu que la vie est courte et que bon, j'ai pas 70 ans non plus, mais j'ai pas, moi dans ma tête, pour moi, j'ai pas le temps de faire des erreurs. En fait, j'aimerais quelque chose de parfait, enfin parfait non, parce que je sais très bien que rien n'est parfait, mais j'aimerais quelque chose de tout tracé. J'aimerais avoir la solution, claquer les doigts, avoir la solution qui me permettrait de passer une belle vie, de permettre à mon enfant aussi de passer une belle vie. Et puis voilà. Attendez, on va aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Imaginez que votre rêve se réalise et que quelqu'un prend toujours des décisions à votre place. Euh, Quand vous allez au restaurant, c'est la personne en face de vous qui décide pour vous, une autre personne qui décide où est-ce que vous habitez, comment vous vous habillez. On décide toujours pour vous. D'accord? Il n'y a plus de décision à prendre. Comment vous allez vous sentir si on décidait toujours pour vous? Mal, Ben voilà, fâché. Je supporte pas qu'on décide à ma place. C'est ça le. c'est ça le paradoxe. Mais j'aimerais bien que quelqu'un décide pour moi, pour que j'ai pas ce poids de la responsabilité. Et en même temps, si je vous disais que quelqu'un déciderait pour vous sur tous les domaines de votre vie, ce serait terrible. Ouais, Pourquoi vous vous sentirez mal? parce que je me sentirais plus libre. Et donc, vous voyez bien aussi que cet état de vie où on décide pour nous, c'était à quelle période de notre histoire? C'est un état de, voilà, d'enfant qui ne décide pas complètement. Et l'adulte, au contraire, il va prendre ses décisions.
et il va faire l'expérience de sa liberté. Mais elle est assez vertigineuse, cette liberté, je vous l'accorde, parce que quand on prend conscience qu'on est fondamentalement libre, ben, ça nous met face à nos responsabilités. Et vous me dites, ce dont j'ai très peur, c'est de passer à côté de peut-être de joie plus intense, de plaisir plus fort, de quelque chose qui serait mieux, qui serait meilleur. C'est ça? C'est ça, exactement. Et donc c'est vrai qu'en matière de d'homme, il y a toujours mieux. On peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu mieux? L'herbe, elle serait peut-être plus verte ailleurs, comme on dit. Et donc vous voyez que ce schéma, il se répète. Cette envie d'ailleurs de voir, ah, est-ce que je pourrais être un peu plus heureuse avec lui? C'est ça, Ce exactement. qui, ce qui vous empêche aujourd'hui de faire un choix vis-à-vis de l'homme avec qui vous partagez votre vie, en tout cas officiellement. Ce sont à la fois, donc j'ai entendu, il y avait des doutes par rapport à son comportement vis-à-vis de la jalousie. En même temps, vous me dites que bon, il a quand même un peu évolué, donc c'est quand même intéressant aussi de sa part. Et maintenant, vous vous raccrochez à des, j'ai envie de dire, un nouveau défaut qui est cette passivité. Est-ce que vous voyez que par moment, vous pouvez du coup prêter attention à des choses qui sont moins bien pour entretenir le doute? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Après, la question du coup que je me pose, si on part sur cette question-là, c'est que il faudrait déjà que je sache ce qui est primordial pour moi et ce qui est, enfin, on a toujours des critères, je pense, qui vont du plus important au moins important. Je pense que si dans ma vie, je me dis que la partie projet, réalisation pro, plaisir également, hein, parce que ça passe par là, si ces choses-là sont des choses primordiales et qui me permettront de me dire dans 50 ans, bah tiens, Hortense, tu as réussi ta vie. Quels sont vos critères, quelles sont vos valeurs? Et vous avez raison parce que là, c'est le point en fait essentiel dans nos choix de vie, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut. Et pour savoir ce que l'on veut, il faut que notre tête soit connectée à notre cœur profond. Au fond de nous, qu'est-ce qui est important pour qu'on se sente vivante, pour qu'on se sente heureuse? Et pour répondre à cette question, il y a une expérience qui est une expérience fondamentale, c'est l'expérience de la solitude. Je suis seule et donc je n'écoute que ce qu'il y a au fond de mon cœur. Je ne suis pas toujours en train d'écouter les arguments des uns des autres. Sauf que vous m'avez dit qu'il y a une chose qui est difficile à vivre pour vous, c'est justement la solitude. Vous me dites que vous avez continué à avoir beaucoup de relations et que vous n'êtes jamais seule. Dites-moi, il se passe quoi quand vous êtes seule? Qu'est-ce que vous redoutez le plus à ce moment-là? Très bonne question. Je ne me suis jamais posé, Là, je vous retrouve Hortense, vous avez 34 ans, vous avez toujours été en couple. ouais, quasiment toujours. Toujours, il y avait toujours un homme dans votre vie, quoi. Ouais, qui gravitait, de près ou de loin. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez des difficultés à faire des choix, parce que vous avez une difficulté à vous mettre à votre écoute, parce que tant qu'on est toujours en relation avec quelqu'un, on a du mal à écouter son cœur profond, comme je disais tout à l'heure. Donc cette expérience fondamentale de la solitude, il y a une partie de vous qui n'avait pas envie de la vivre parce que vous redoutez de ressentir certaines choses. Alors c'est quoi que vous redoutez? Là, si je vous disais, maintenant on arrête tout avec Pierre-Paul Jacques, hop, on met tout le monde de côté, et pendant quelques mois, seul, tranquille, vous vivez votre vie seul. Je dis seul. Évidemment, seul, ça ne veut pas dire être isolé. Vous avez évidemment votre petite fille, vous avez vos amis, vous avez vos collègues, etc. Mais sans être dans une relation intime et engagée avec un homme ou même plusieurs hommes. Il se passe quoi en vous quand je vous propose ça? Eh bien, très bonne question. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. Peut-être que plus jeune, je vous aurais dit de l'abandon, mais maintenant, c'est le fait voilà, oh, c'est compliqué. Vous me posez une colle. Euh, là maintenant, là maintenant, je pense que je vivrai plus la solitude de la même façon que quand j'étais seule, parce que depuis que j'ai eu mon enfant, voilà, ça m'a quand même rempli d'un point de vue émotionnel. Donc maintenant, je sais que mon enfant est là et qu'il sera toujours là toute ma vie avec moi. Donc je vois plus les choses de la même façon. Euh, peut-être, oh là là. On voit bien que c'est une expérience qui est difficile. Il y a quelque chose au fond de vous qui craignait de vivre cette expérience. Et donc, vous avez toujours un homme dans votre vie, comme pour rassurer quelque chose en vous. Et on va essayer de mettre un mot là-dessus. Qu'est-ce que ça vient rassurer chez vous? Ouais, ça vous rassure sur quel plan? Qu'est-ce que ça vient vous apporter? Affectif parce que je pense que dans mon enfance, j'ai certainement dû manquer de certaines choses à un certain moment, surtout enfin, au moment de l'adolescence. On va les nommer ces choses. Qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescente?
pour être bien seule et être forte intérieurement? Eh bien, j'ai certainement manqué d'affection et d'attention de la part d'un de mes parents. Voilà. Après, est-ce que ça vient de là? Je n'en sais rien, mais effectivement, j'étais dans l'attente et en demande et j'ai pas forcément obtenu le, comment dire, l'affection et le soutien dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était plus du rejet et voilà, une période un petit peu compliquée, qui a fait qu'effectivement, j'avais besoin de preuves et qu'on me le montre et qu'on me fasse des bisous, qu'on me dise je t'aime à une certaine période de ma vie. Et puis, et je sais que c'était compliqué pour l'un de mes parents de m'apporter ce que je demandais. Au contraire, j'ai été un petit peu rejetée et malmenée, je pense, durant une certaine période. Et voilà. Mais c'est important ce que vous dites là, Hortense, parce que si vous avez manqué de cette attention, de cette affection, de cet amour, c'est comme s'il y avait une faille au fond de vous et vous allez chercher au travers de vos rencontres avec des petits copains, des fiancés, puis des hommes qui partagent votre vie, vous allez chercher à combler ce manque. Donne-moi la dose d'amour que mon père ou que ma mère ne m'a pas donnée. Et donc c'est comme si je n'ai pas cette dose, je me sens pas bien. Et donc c'est un peu, euh, je reprends l'image du drogué vis-à-vis d'un dealer. C'est que je vais chercher un dealer qui va me donner une dose d'amour. Et je trouve que ça a beaucoup de résonance avec ce que vous me partagez parce que dans votre choix amoureux, comment dire, vous allez chercher un homme qui va vous donner la dose la plus forte. Si maintenant je peux trouver un dealer qui me donne une drogue encore plus forte, ben je vais laisser tomber l'autre et je vais changer de dealer. C'est-à-dire que je cherche à combler ce manque, je cherche à ressentir que je suis aimée, je cherche des doses d'amour. Et donc forcément, tous les hommes que vous allez rencontrer sont des potentiels dealers qui peuvent vous donner une drogue plus ou moins intéressante. Ah, totalement. C'est pour ça que maintenant, vous dites, bon, bah, mon dealer actuel, l'homme avec qui je partage une relation depuis quelques temps, bon, en ce moment, la dose n'est pas hyper forte parce qu'il manque de projet, il est un peu passif dans sa vie. C'est quand même pas la même chose quand quelqu'un qui a plein de projets, qui déborde d'énergie, me dit qu'il m'aime. Bah, oui, la dose n'est pas la même. Forcément, tant que vous êtes dans cette logique-là, il n'y a aucun choix qui est possible, puisqu'il n'y a aucune rencontre interpersonnelle qui est possible. C'est-à-dire que on va aimer l'autre pour ce qu'il nous donne et pas pour ce qu'il est. Vous voyez cette différence-là? Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous de faire un choix, parce que vous choisissez en fonction de la dose d'amour qu'on vous donne, la dose de dopamine, le shoot, mais pas en fonction de la personne qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez un petit peu ça? Je comprends totalement la nuance, mais du coup, On fait oui, comment? oui, C'est ça? du coup, je vais comment help parce que Mais oui, c'est ça la question, c'est on fait comment? Une fois qu'on comprend qu'on a ce mode de fonctionnement dans nos relations, qu'on se prend avec beaucoup de douceur parce que ça ne sort pas de nulle part. On est arrivé à l'âge adulte avec un gros manque, avec une grande faille. Vous avez beau avoir tous les hommes de la terre qui vont vous dire que vous êtes sublime, magnifique, qui vont vous montrer l'amour, ça va jamais être assez parce que tant qu'il y a une faille, vous n'êtes pas capable de contenir leur amour. Vous voyez, ça passe et puis après ça coule en fait. Donc forcément, vous avez toujours besoin encore et encore et encore et encore. Donc la chose à faire, elle est assez simple hein, au départ dans l'esprit, c'est de colmater cette faille. C'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez un réservoir affectif qui est capable de contenir l'amour qu'on vous donne. Et pour ça, eh bien, ça demande d'aller réparer cette blessure d'enfant, d'accord? Ce qui vous a manqué. Et concrètement, ça veut dire aussi de comprendre que, voilà, si un de vos parents ne vous a pas donné cette dose d'amour, ça ne voulait pas dire que vous n'étiez pas aimable, d'arriver à se raconter une autre histoire par rapport à ce qui s'est passé. Et peut-être aussi de faire l'expérience que je peux être bien seule et que je n'ai pas toujours besoin d'un homme pour être bien. C'est-à-dire que si je continue ma comparaison avec le drogué et son dealer, si on veut sortir de cette relation-là, il va falloir tout simplement se sevrer. Et donc, il n'y a pas d'autre solution quand on est une droguée à l'amour. C'est de faire une pause dans ces relations et d'avoir un petit temps de sevrage pendant quelques semaines, quelques mois, plus aucun homme dans votre intimité. Quand je dis ça, comment ça se passe?
ça me soulage parce que oui, j'ai essayé de faire, hein. Je lui ai dit, effectivement, là, je pense que je suis à un moment dans ma vie, je sors d'une grande relation, d'une grande histoire qui a été quand même complexe, étant donné que je me suis quand même séparée du papa de mon enfance, ce qui est pas rien. J'avais besoin je le sentais, en fait, j'avais besoin de prendre de l'air, de respirer, de me retrouver, en fait, tout simplement avec moi-même, avec mon enfant. Et c'est moi qui ai cédé ensuite. J'aurais pas dû céder, j'aurais dû camper sur mes positions, aller là où je voulais aller. Et puis en fait, j'ai plié. Et puis ma peur d'être seule et d'être voilà de plus être aimée et plus être shootée par cette drogue dont vous parlez a pris le dessus et j'ai flanché. Mais j'étais convaincue, j'avais besoin. J'étais dans une période où j'étais psychologiquement prête à être seule. Et puis là, vous voyez, quand vous me parlez de ça, oui, effectivement, ça me soulage. Enfin, en tout cas, l'idée me soulage parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que je fasse un reset, en fait. Exactement. En fait, moi, je voudrais que vous puissiez faire l'expérience, Hortense, que vous pouvez être très bien seule, que vous êtes forte, que vous avez de la valeur, que vous avez des projets qui vous animent, que vous êtes vraiment une femme adulte et donc une femme qui avait une certaine euh, indépendance, mais dans le beau sens du terme. C'est pas dire je n'ai besoin de personne, etc. C'est pas ça. C'est de dire simplement que je suis bien avec moi-même et que je n'ai pas besoin d'un dealer pour être bien. Et une fois qu'on a fait cette expérience-là, les gens que vous allez rencontrer, l'homme qui va croiser votre chemin, il ne va pas être là dans un rôle de dealer parce que vous n'avez plus besoin de dealer. Il va être là parce que vous allez faire une belle rencontre, vous allez le trouver formidable sur certains aspects, vous allez le trouver très limité sur d'autres aspects, et vous allez trouver ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui est parfaitement imparfait et avec qui vous avez envie d'avancer. Et vous allez faire un choix d'un homme, pas le choix d'un dealer. C'est pas du tout la même chose. Mais pour ça, il faut faire cette première expérience. Et je me permets quand même d'insister parce que je pense que quand on a 34 ans, quand on a une petite fille dont on a la garde, c'est vraiment important de réaliser à quel point, en réalité, on est forte. Et je pense que c'est une vue de l'esprit, que vous vous croyez fragile et de ne pas savoir comment gérer sans homme dans votre vie. Ouais, mais je suis quasi certaine que vous allez faire l'expérience, que vous êtes tout à fait capable et ça va vous donner une puissance qui va vous permettre après de vivre un peu mieux votre liberté. C'est une crainte, comme on dit, un peu imaginaire, parce qu'avec tout ce que vous avez traversé, à mon avis, vous êtes capable. Vous voyez un petit peu là la piste? Oui, je vois. On va devoir s'arrêter, mais comment est-ce que vous vous sentez là au terme de ce petit échange sur ce sujet? Eh bien, je savais bien que c'était la solution la plus intelligente, la plus intéressante si je voulais me dépêtrer de tout ça et de ces cycles et de ces schémas répétitifs, hein, mais j'appréhende parce que tout laisser tomber, tout quitter à nouveau et reprovoquer chez ma fille ce que je lui ai déjà provoqué il y a quelques années, j'ai du mal. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est que mettez-vous un objectif qui est atteignable. Donc, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être vous laissez un mois ou 3 mois, ou je sais pas, vous dire bah, jusqu'à Noël, ou jusqu'à je sais pas quoi, au Nouvel An, ou peu importe. Mettez-vous un objectif qui vous semble bien. C'est pas à moi de le décider, c'est à vous. Même si ça peut être pendant 3 semaines, si vous voulez. Si 3 semaines, ça vous semble déjà énorme, peu importe. Mais vous dites pendant ce temps qui est limité, c'est-à-dire que vous mettez vraiment une date, d'accord? Vous ne prenez pas de décision concernant vos amours et vous n'entretenez pas de relations amoureuses et de relations sexuelles avec qui que ce soit. J'insiste sur le côté sexuel parce que quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un, ça crée du lien très fortement, bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc là aussi, on ne fait pas l'expérience de la solitude de à un moment se retrouver seul sans faire l'amour, ce qui peut créer une vraie frustration, qui peut créer une vraie tension. Mais du coup, on va devoir apprendre à se calmer soi-même, à gérer ses pulsions et à se dire, voilà, je n'ai pas besoin de sexe pour pouvoir être bien. J'en ai envie parce que c'est un beau moment partagé avec quelqu'un, mais je ne prends pas non plus le sexe comme une drogue parmi d'autres. Donc, temps de sevrage, tout simplement. Et après, vous prendrez une décision parce que votre esprit sera beaucoup plus lucide, vous verrez bien plus ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans le choix un peu amoureux que vous avez à faire, vous allez voir qu'en laissant quelques semaines un peu de silence et de pause, vous allez tout de suite savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez voir que ça va vous apparaître de façon très claire. Euh, Peut-être que à ces hommes qui partagent votre vie, vous pouvez leur dire, en ce moment,
j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Je te demande d'accepter cette période-là. Je n'ai pas pu la vivre quand je me suis séparée du père de ma fille. À ce moment-là, je n'étais pas en capacité, mais maintenant je sens que c'est très important, sinon je ne vais pas faire des bons choix et je vais finalement finir par te blesser, et ce qui n'est pas du tout mon intention. Donc vous remettez du contexte, vous expliquez un peu ce qu'on a peut-être pu se partager là pour qu'ils comprennent, et vous leur demandez de respecter ce temps-là aussi. Vous voyez comment concrètement il peut s'appliquer. Ça peut parfois même être une forme de blocage, hein, sur les WhatsApp ou sur les réseaux sociaux pour dire voilà, je bloque. Mais comme un, je vous dis comme un drogué avec son dealer, parfois on bloque comme ça de manière un peu radicale. Mais moi je pense que ce qui nous aide, c'est de mettre une date limite. Et vis-à-vis de votre fille, vous ne lui annoncez rien du tout. Pour l'instant, c'est un temps de silence. Et vous pouvez très bien dire en ce moment, on prend un petit temps de silence pour écouter ce qui est au fond de notre cœur. Voilà, moi j'ai envie de passer du temps aussi, un peu plus de qualité avec toi. Bon, elle a pas à 4 ans, elle n'a pas besoin de savoir que vous avez rompu avec cet homme-là. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Ok. Et puis pas du coup, vraiment une pause, ne pas voir la personne, ne pas lui écrire, c'est ça ce que vous dites. Ben ouais, ce serait bien. Ouais. Et là, je pense qu'avec cette pause, de toute façon, la solution viendra à moi toute seule. Soit je serai soulagée, soit je me dirai, bah oui, en fait, c'est lui, ou même c'est aucun d'eux. Exactement. Exactement, c'est ça qui peut se passer. Alors, une petite suggestion, je ne sais pas du tout comment s'organise votre vie au quotidien. Ce qui peut aussi nous aider dans ces moments-là, c'est de partir marcher pendant quelques jours. Je ne sais pas si vous aimez, j'aime bien conseiller d'aller par exemple sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est parce que c'est très facile. Il faut simplement suivre les petites lignes rouges et blanches là. Donc, c'est un jeu de piste assez facile à faire. Mais la marche permet souvent de se remettre à l'écoute de son cœur, et ça permet aussi de couper avec son téléphone, avec ses occupations de tous les jours, qui nous empêchent d'aller écouter ce qu'on a dans notre cœur profond. Donc c'est aussi une suggestion. Vous pouvez très bien vous dire, je ne sais pas, je prends 2 semaines pour aller partir marcher. Si c'est quelque chose qui est possible pour vous dans votre organisation, je ne sais pas du tout comment voilà, se passe votre vie, mais souvent c'est une bonne solution. En fait, quand on a besoin un peu de se mettre à l'écoute de son cœur, de couper avec tout, sevrage. Je coupe avec mon portable, je coupe avec mon taf, je coupe avec mes copains du moment, avec mes soirées plus ou moins alcoolisées, avec même aussi mes enfants qui me demandent quand même beaucoup d'énergie et puis qui sont toujours en train voilà, de m'assaillir peut-être de questions ou de préoccupations. Et comme ça, je me mets à l'écoute de ce qu'il y a au fond de moi. Et voilà, donc ça peut être aussi une option. Gardez-la dans un coin de la tête qui est très, 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 très efficace. En général, quand on marche comme ça pendant quelques jours, on sait exactement ce qu'on veut après, quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on veut aller. Et voilà, moi j'aime bien les choses qui sont efficaces. C'est pour ça que je voulais vous proposer ça aussi. Très bien. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. On va devoir s'arrêter. Merci pour votre confiance. Oui, c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation à vous. À vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.